bienvenue dans cette table ronde. On continue de parler de nos seniors, ceux qui restent chez eux mais qui ont besoin d'assistance, ceux qui sont plus fragilisés, placés dans des établissements spécialisés. En tout cas, on parle de personnes qui restent des habitants, des citoyens des villes, parce que le lien ne doit pas se casser. On va parler d'inclusion sociale, de continuité d'intégration de ces seniors dans le territoire. Comment le préserver, comment le promouvoir. Autour de cette table pour en parler, j'accueille Françoise Quédomar. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Saint-Raphaël et vous êtes déléguée santé et grand âge à la ville. Fanny Bioro, bonjour Fanny. Vous êtes directrice d'un EHPAD à Nice, à la Croix-Rouge russe. Et puis Mario Baston, bonjour Mario, vous êtes directeur général d'Eneal, c'est une foncière spécialisée dans l'habitat senior et filiale du groupe Action Logement. Alors d'abord, je commence avec la physionomie d'une ville. Alors Françoise Quédomar, on va s'intéresser à vous. Vous êtes donc élue de Saint-Raphaël. Alors Saint-Raphaël, quand vous êtes arrivé, quel est le diagnostic que vous avez fait sur la spécificité? On s'imagine qu'il y a évidemment beaucoup de seniors. Comment est-ce que vous prenez ça en compte? Quel est le diagnostic que vous avez fait? Je pense que c'est important quand on arrive avec un mandat électoral. Pour moi, c'était une première. J'avais déjà un avantage parce que je suis aussi gériatre et chef du pôle de gérontologie de l'hôpital intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël. Donc c'était effectivement un atout pour pouvoir prendre ces responsabilités. Je pense qu'il est important pour tout élu qui arrive comme ça sur un territoire de savoir de quoi on parle et de savoir à qui on s'adresse. Parce qu'en fait, quand vous parlez de la population des seniors, c'est une population qui est extrêmement hétérogène. Vous avez des jeunes seniors qui sont en pleine forme, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir recours à des aides ou à domicile ou d'être accompagnés, mais sur qui il va falloir peut-être plutôt faire de la prévention pour éviter que quand un jour la perte d'autonomie risque d'arriver, ils ne soient pas démunis. Et vous avez des seniors qui sont dans la fragilité, qui sont dans le début de la perte d'autonomie qu'il va falloir accompagner. Et vous avez aussi, en tous les cas, en ce qui concerne notre population, beaucoup de personnes isolées. Vous avez 38% dans notre commune des personnes qui vivent seules, des personnes de plus de 65 ans. C'est énorme. Donc en fait, il va falloir avoir une politique qui prenne à la fois en compte les besoins spécifiques de toutes ces tranches d'âge et de toute cette hétérogénéité populationnelle, en s'occupant des plus fragiles, mais aussi en proposant des choses qui soient dynamiques et qui soient comment on va dire, bienveillantes pour les personnes qui vont être les plus autonomes, mais pour les intéresser aussi à participer à des activités associatives, à leur proposer des activités socialisées comme de la formation, etc. Parce que ce sont des personnes qui peuvent être utiles et qui peuvent rentrer dans des réseaux de solidarité et qui peuvent être utiles aussi à ceux qui sont déjà dans la perte d'autonomie. Donc je pense que c'est important d'avoir cette vision-là et après de proposer un diagnostic participatif. Parce qu'on arrive, nous, avec nos théories en disant ce serait bien de faire ci, faire ça. Donc il faut faire un diagnostic en prenant compte de ce qui existe déjà, parce que les communes n'ont pas attendu l'élu pour faire des choses, bien entendu. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais souvent il n'y a pas de visibilité pour le public. Donc il faut pouvoir essayer de concentrer sur des supports de communication tout ce qui est déjà fait, et après de s'aider d'un diagnostic participatif pour pouvoir aller plus loin et pouvoir faire des propositions qui correspondent aussi aux attentes de la population. Alors c'est pas des magos ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut faire un panachage entre la vie de l'expert et la vie de la population. On ne peut bien sûr pas forcément répondre à toute sollicitation des individualités, mais essayer d'avoir une idée de ce qui ferait consensus parmi les propositions qu'on peut faire. Et alors, quels sont les projets que vous avez mis en place, soit vraiment de zéro, ou soit que vous avez repris et justement peut-être un peu changé de direction? Alors, ce que nous avons fait en premier, qui a été la première action un petit peu qui était en attente, c'est de créer un service d'aide aux aidants, d'être labellisé Café des aidants pour pouvoir déjà s'occuper de toute cette population des aidants familiaux, qui sont souvent des conjoints, des enfants, souvent des conjoints qui sont au même âgé, qui ont des besoins spécifiques. Donc ça, c'était vraiment une action un petit peu en urgence.
Après, il y avait des choses qui existaient déjà, comme le Pass Silver, pour proposer des activités, que ce soit culturelles ou sportives, qui doivent être développées. Après, on a posé notre candidature pour le Fonds pour les territoires innovants. Nous avons eu la chance d'être retenus pour faire ce fameux diagnostic avec une agence qui va nous aider, avec des professionnels qui ont l'habitude, qui vont nous aider à faire ce diagnostic. Donc on va s'appuyer sur les conseils de quartier, les réseaux associatifs, donc un petit peu tous azimuts, avec des questionnaires qui vont être établis grâce à l'appui de cette société qui est bien formée à ça. Et après, nous sommes inclus dans la labellisation Vie Amie des aînés. Donc nous avons adhéré à cette association. Nous sommes actuellement en route vers le label, mais c'est vrai que c'est une façon intelligente de pouvoir avoir des actions qui vont être coordonnées, menées avec de l'intelligence, de la finesse, avec un guide, et ça évite de se disperser, de partir dans tous les sens et de faire des one-shots. Ça permet d'avoir vraiment un fil rouge qu'on peut suivre, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le label, c'est un travail de longue haleine avant d'être complètement labellisé, mais ça permet aussi de pouvoir prendre en compte les besoins des uns et des autres et d'associer énormément de partenaires avec beaucoup de transversalité. Parce que ce qui est important, on parle d'inclusivité, moi je parle aussi de décloisonnement entre les générations. Parce que pour moi, l'intergénérationnel, c'est pas faire chanter la maternelle en maison de retraite, hein, c'est beaucoup plus que ça. C'est des cloisonnements entre toutes les générations, et même à l'intérieur de la population des seniors, vous avez parfois 2, voire 3 générations qui peuvent se côtoyer et qui sont cloisonnées entre elles. Donc il faut savoir répondre à des besoins spécifiques de cette population-là hétérogène, mais aussi savoir mettre et créer du lien entre les gens. Oui, voilà. C'est l'objectif, que le lien ne se rompe pas. Fanny Biro, je vais m'intéresser à vous. Alors, vous êtes directrice d'un EHPAD à Nice. Nice a beaucoup changé ces derniers temps. La question, c'est de savoir justement, est-ce que vous, en tant que directrice d'EHPAD, vous avez été consultée sur l'accessibilité de vos résidents au commerce de la ville, au commerce du quartier? Oui, quel a été votre rôle dans ce changement à Nice? Est-ce que vous avez pu apporter votre voix? Bonjour. Alors, j'aimerais vous dire qu'on a énormément participé au rayonnement des seniors sur Nice, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées à Nice pour les seniors qui sont encore en forme. Malheureusement, moi, j'ai surtout cette vision des EHPAD, qui dit EHPAD dit personnes âgées dépendantes, vulnérables, qui ne peuvent pas aller au cours de Zumba en plein air au château à Nice, malheureusement. Mais c'est vrai que Nice est une très très belle ville qui a été retravaillée, qui est beaucoup en travaux. Il y a des choses qui sont faites, mais comme vous disiez, Madame le maire, souvent, l'adjointe au maire, c'est souvent isolé. On a du mal à rassembler les personnes autour d'un événement. Il faut que ce soit nous qui allions chercher l'information. Et vous me parlez d'accessibilité, j'ai un exemple à vous donner. Nous on est situé à côté du quartier Libération. Pour ceux qui connaissent, à Nice, un très beau quartier, il y a plein de commerces, etc. Sauf qu'on a des escaliers et une grande montée avec qu'un seul petit trottoir, en sachant que de l'autre côté de la rue, les voitures sont garées en double fil parce qu'il n'y a pas de place de parking. On le disait, les personnes en EHPAD rentrent de plus en plus tard, ce qui veut dire que leurs aidants familiaux souvent ont à peu près déjà 70 ans. Donc imaginez-vous que nous, il y a plus de 100 marches pour venir dans notre EHPAD, qui est un EHPAD associatif, labellisé Humanitude, premier EHPAD de France. On avait une navette il y a 4 ans, un petit bus, qui nous a été supprimé. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus pour qu'on arrive en effet à décloisonner. Il y a des solutions. Ici dans ce salon, il y a des solutions pour gravir les marches aussi. Que je vais aller voir de ce pas juste après. Nous allons créer des partenariats. Alors, je vais m'intéresser à vous maintenant, à Mario Baston, directeur général d'Eneal. Alors, vous allez déjà nous présenter un peu les différents types de résidences avec services que vous avez que vous proposez pour seniors. Ça va du senior encore autonome à effectivement plus l'EHPAD. Vous concevez, vous bâtissez, vous concevez et après vous laissez l'exploitation à des gérants. Oui, absolument. Avant de vous présenter un petit peu les établissements et les résidences qu'on est en capacité de développer, moi je veux dire qu'on a, avec le groupe Action Logement à Eneal, qui est la filiale spécialisée sur le secteur médico-social et senior,
On a 4 atouts essentiels pour travailler sur ce sujet-là, et notamment sur ce que, Madame, vous avez développé, sur vos besoins aussi très, très particuliers sur les établissements. Le premier, c'est la présence territoriale. Aujourd'hui, au travers de nos filiales locales et d'Eneal, on est présent sur tous les territoires au niveau national, y compris sur les départements d'outre-mer. Ça, c'est très important, cette implantation, pour avoir cette connaissance et ces besoins locaux. Le deuxième atout, ça va être les plus d'1 million de logements que nous avons en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1 million de logements, on a une population qui vieillit. Donc on est très impliqué au cœur même de nos logements sur le vieillissement de notre population et sur le parcours résidentiel qu'on doit développer pour trouver des portes de sortie, pour trouver des solutions pour ces personnes vieillissantes. Dans ces logements d'1 million de logements, on a aussi des aidants. Ces fameux aidants, ces gens qui sont totalement impliqués au travers de leur famille, de leurs aînés, et qui ont besoin qu'on les accompagne aussi dans le logement et aussi dans leur activité professionnelle pour les aider, pour être au plus proche de leurs aînés. Le troisième sujet, c'est la capacité, l'ingénierie financière. Action Logement, et au travers d'Eneal, c'est des fonds propres. Eneal, c'est 350 millions d'euros de fonds propres qui sont investis dans des établissements médico-sociaux, EHPAD, résidence autonomie, qui nous servent à trouver des équilibres sur les niveaux de redevances qu'on va appliquer, qu'on va proposer aux gestionnaires médico-sociaux à but non lucratif, parce qu'on travaille sur ce secteur-là, et sur un programme de travaux de qualité. Et le quatrième atout, c'est notre capacité, avec nos équipes en interne, à faire de la maîtrise d'ouvrage très spécialisée sur le logement senior et sur les établissements médico-sociaux. Donc, au travers de tout ça, nous, on propose à la fois du logement intergénérationnel. Alors, on a une petite particularité, c'est qu'on fait du logement intergénérationnel thématique. C'est quoi? C'est d'intégrer dans une résidence intergénérationnelle un thème particulier autour de la musique, autour du bien manger, autour du sport. L'objectif, il est où? C'est d'arriver autour d'un thème, de fédérer et de réunir les populations, les jeunes et les moins jeunes. Donc ça marche pas mal. Ensuite, on travaille donc sur des résidences autonomie et des EHPAD. Et quel est notre boulot là-dessus? C'est d'aller accompagner les villes, accompagner les collectivités, accompagner les associations qui sont en difficulté pour réhabiliter, pour faire le maintien nécessaire de leur établissement, et qui viennent nous solliciter pour qu'on vienne à la fois racheter éventuellement l'établissement, trouver une solution de réhabilitation lourde ou de démolition-reconstruction pour proposer un établissement de qualité et pour proposer un établissement ouvert sur le quartier avec des nouvelles modalités. C'est ce qu'on attend tous, hein, à vrai dire, un établissement qui soit capable de mutualiser, qui soit ouvert sur le quartier. Madame, vous m'expliquiez tout à l'heure, avant la réunion, que ce que vous souhaitiez, c'est avoir de la mutualisation, de la coopération sur le quartier. Et nous, on est capable de proposer ce type d'établissement. C'est-à-dire que le projet, que ce soit du projet neuf ou du projet de réhabilitation, on va le travailler avec le gestionnaire médico-social qui va occuper les lieux. Vous l'avez dit, on ne gère pas directement, nous on est foncière immobilière, et on va travailler un programme lourd, mais qui va répondre aux besoins du gestionnaire médico-social et donc des résidents, des occupants. Donc ouvert sur le... Si la nécessité du quartier, c'est d'avoir un restaurant qui permette d'accueillir les seniors, les personnes vieillissantes du quartier, eh bien on va ouvrir le restaurant sur le quartier, on va faire une cuisine pro si nécessaire, on va avoir des salles d'animation qui vont bien. Voilà, l'objectif pour nous, c'est de répondre aux besoins spécifiques de l'environnement du quartier. Toutes les villes ne se ressemblent pas. On ne va pas faire le même établissement en Île-de-France. On ne va pas faire le même établissement dans le Pays Basque. On ne va pas le faire le même établissement ici en PACA, parce que ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas les mêmes choix politiques, ce n'est pas les mêmes choix aussi du secteur médico-social. Donc nous, on va appliquer d'y répondre et sur le long terme, d'avoir une formule qui permet d'avoir de la maintenance immobilière et puis de l'activité qui fonctionne bien. Mais à l'origine, comment est-ce que vous coopérez avec les pouvoirs publics? Comment est-ce que vous détectez les besoins? Vous êtes appelé sur des appels d'offres ou alors vous allez démarcher vous-même et proposer vos résidences ou vos possibilités de rénovation? On a plusieurs solutions. La première, c'est de se faire connaître auprès des collectivités et des structures associatives, des hôpitaux aussi, et de leur dire voilà ce qu'on est capable de vous apporter. Donc eux, ils ont une problématique, ils ont un établissement vieillissant, ils disent voilà, étudiez-moi l'opération, regardez ce que vous pouvez faire.
on fait une proposition d'acquisition à tel prix, une proposition de redevance et un programme de travaux lourds qu'on propose en même temps. Donc c'est un tout compris, et lorsqu'on s'investit, l'opérateur, la collectivité et le gestionnaire savent exactement où ils vont. Et sur quelques dizaines d'années, puisque l'investissement, il est sur quelques dizaines d'années, et il est très lourd. Et nous, on va avoir la capacité d'injecter des fonds propres, plus ou moins de fonds propres, pour trouver ce fameux équilibre. Et ça, c'est toute la capacité du groupe Action Logement financière de trouver cet équilibre-là. Le deuxième sujet, c'est sur le neuf. Eh bien, on répond à des appels à projets, hein, qui sont lancés soit par les départements sur les résidences autonomie, soit par les ARS sur les EHPAD. Et donc, on va répondre en partenariat avec un gestionnaire médico-social, et on va chercher à proposer le meilleur projet qui soit pour être choisi et ensuite développer l'établissement. Et en termes de financement, comment est-ce que vous vous y retrouvez? Et aussi, qu'est-ce que vous allez proposer aux villes? Est-ce que ça va coûter moins cher pour une ville d'avoir un établissement médico-social, donc à loyer modéré, pour les résidents, qu'un établissement résident senior classique? Le choix que le groupe Action Logement a fait au travers d'Eneal, c'est de travailler. On est bailleur social, hein, on est foncière médico-sociale, mais une ESH, bailleur social. Donc le choix, c'est d'aller trouver des solutions pour maintenir des niveaux de prix de journée ou de redevance modérés pour des personnes âgées à revenus modestes. C'est ça notre boulot. Donc comment on va faire? On va chercher à travailler donc avec le secteur médico-social à but non lucratif, hein, je le répète. Donc à la fois de proposer un prix d'acquisition auprès de la collectivité ou auprès de l'association qui leur convienne bien, un programme de travaux qui va être chiffré au mieux, grâce à notre volume d'activité au niveau national. Ça nous permet quand même d'avoir des choses intéressantes et de trouver des modalités intéressantes. Et ensuite, on a une ingénierie financière très poussée. Au travers des banques, toujours le volume d'activité au niveau national. Je dois rappeler que pour le groupe Action Logement, c'est plus de 600 établissements médico-sociaux et pas des résidences autonomie en portefeuille, hein. Donc c'est quand même un gros volume d'activité. Derrière, nous, on va chercher donc à aller chercher des financements bancaires, mais avec notre volume, on arrive à trouver des financements intéressants. Et les fameux fonds propres, donc nous, on est en capacité d'injecter des fonds propres de façon importante dans une opération. Généralement, c'est 10-15% maximum de fonds propres qui vont être injectés. Nous, on est capable d'aller jusqu'à 40%, parfois 50% de fonds propres injectés. Alors, bien sûr que ces fonds propres, on va les récupérer à la fin de l'opération. On ne les rémunère pas, ça c'est très important. Ça veut dire qu'on ne fait pas de montée de rémunération au groupe. Par contre, on va récupérer nos fonds propres au bout de 30, 40, 50 ans, parce que l'objectif, c'est de les réinjecter dans nos équilibres économiques. Mais avec cette ingénierie-là, on arrive à trouver la marge de manœuvre nécessaire pour conserver des redevances et donc des prix de journée modérés et des établissements de qualité avec des travaux de qualité. Voilà. Et ça fonctionne bien. Alors moi je dirais que bien sûr c'est la bonne formule. Bon, les collectivités réfléchissent, elles se disent on préfère garder plutôt. Moi je dis que et on l'a vu aujourd'hui avec un peu de recul, quand même quelques années de recul. Les métiers sont ce qu'ils sont, il y a le volet immobilier, il faut arriver à positionner toute la qualité de l'ingénierie financière, de la maîtrise d'ouvrage sur le volet immobilier, ça on sait le faire, et puis il y a le gestion, tout le volet gestion, et laisser de la marge de manœuvre aux gestionnaires pour travailler le mieux possible. Et justement au niveau de la collectivité, alors comment ça se passe quand vous avez lancé un appel à projet? Comment se passe la prise de décision? Comment vous sélectionnez telle ou telle foncière, telle ou telle résidence pour seniors? À Saint-Raphaël, par exemple. À Saint-Raphaël, pour le moment, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu à traiter directement. Au niveau du pôle de gérontologie, nous sommes sur un projet de réhabilitation de nos unités de géronto, avec effectivement un projet qui pourrait peut-être intéresser l'Eneal, mais dans un deuxième temps, puisque nous sommes à la phase d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Nous avons le projet de créer un site qui soit multiple en termes d'offres d'hébergement, avec un EHPAD, résidence senior, résidence autonomie, des tiers-lieux, une crèche, un cabinet médical, des unités sanitaires aussi, une unité Alzheimer, une consultation mémoire, etc. Donc c'est un site qui est très riche. On reste dans l'esprit d'un genre de campus des seniors, mais qui soit vraiment largement ouvert sur l'extérieur, qui puisse accueillir des associations, des spectacles, donner envie aux gens de fréquenter ce lieu-là, et puis s'imaginer aussi que les
personnes qui ont besoin d'un habitat dans lequel ils vont trouver des services. Là, cette population, elle est encore très hétérogène. Et des fois, dans un couple, vous avez une personne qui a besoin d'être en EHPAD parce qu'elle a besoin d'être médicalisée au niveau de sa prise en charge. Et vous avez une autre personne qui est moins dépendante et qui relève plutôt de la résidence autonomie, de la résidence senior. L'idée de pouvoir proposer un lieu qui puisse accueillir aussi et permettre à ces personnes-là d'être pris en charge avec leurs besoins, mais de pouvoir, par exemple, assister à des spectacles, prendre leur repas en commun, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc là, dans ce projet-là, la mairie de Saint-Raphaël est bien sûr partenaire puisque par rapport au PLU, par rapport aux objectifs d'utilisation de tout le foncier de ce site, on est particulièrement attaché à ce que ça reste un site qui soit à destination des seniors avec cet objectif-là de faire un lieu qui soit vraiment multi-emploi et qui respecte les besoins de la population. Mais après, je pense que c'est important que nous puissions aussi nous appuyer. Si on avait un projet d'augmenter nos places de résidence autonomie, par exemple, c'est vrai qu'une réflexion d'avoir un partenariat avec l'ENEAL, par exemple, c'est pour les collectivités important de pouvoir avoir un recours à des professionnels. Voilà. Après, pour l'instant, le sujet n'est pas d'actualité sur la commune de Saint-Raphaël, mais effectivement, c'est pour ça qu'on est là aussi. On vient se renseigner, prendre des contacts pour tisser des partenariats éventuels. Et Fanny, je vais m'intéresser à vous. Alors, vous êtes directrice d'un EHPAD qui appartient à une association, donc la Croix-Rouge. Est-ce que ça change quelque chose dans vos rapports avec la ville de ne pas faire partie du parc privé classique, hein, des grands gestionnaires qu'on peut connaître, Orpea, Corbian. Est-ce que vous voyez une différence de traitement justement dans vos relations avec, ou dans vos demandes auprès de la ville ? Alors, du coup, l'association, c'est la Croix-Rouge russe. Je vais vous répondre oui, dans le sens où je pense qu'il y a un climat de confiance et que, aussi, vu qu'on est un établissement associatif à but non lucratif, on est également 100% habilité à l'aide sociale. Donc, on est à la fois financé par le département et par l'ARS. Et surtout, bon, bien que l'affaire Orpea ait changé les choses là-dessus, mais on est bien plus contrôlé et bien plus suivi que les gros groupes privés lucratifs. En tout cas, c'était le cas avant l'affaire des Fossoyeurs. Donc je dirais qu'il y a plus une relation de confiance, il y a plus de suivi, et du coup c'est sûr que pour les demandes de subventions, etc., quand les élus, quand l'ARS, quand le département connaît déjà votre établissement, est venu vous voir, sait comment vous fonctionnez, il est évident que sur l'attribution des fonds, voilà, il y a cette facilité. Alors ça demande un travail quotidien, ça demande une relation récurrente, voilà, dans les échanges, dans la confiance, dans la transparence aussi, ce qui n'est pas toujours évident avec les 2 dernières années que nous avons vécues. Mais en tout cas, c'est vrai que je peux dire que ça facilite le parcours. Et est-ce qu'il y a vous entretenez une relation avec les autres gestionnaires de parcs privés de la ville pour justement pour mobiliser l'inclusion des seniors pour la ville ? Alors je dirais qu'on a des partenariats, mais plus avec, avec le Gérontopole par exemple, mais plus avec des associations. On va travailler beaucoup avec la DMR également, qui est très très présente évidemment sur le secteur, pour encore une fois en fait faciliter le parcours de soins de la personne âgée, pour présenter l'EHPAD à des personnes qui sont à domicile et qui se projettent peut-être dans 2-3 ans, qui seront seules et qui ne pourront plus subvenir en tout cas à leurs besoins, qu'ils soient médicaux, financiers et autres, et que du coup nous on est là aussi pour prendre ce relais-là en étant 100% habilité à l'aide sociale. On va avoir des partenaires comme l'Unicité, voilà, pour les services civiques qui viennent nous aider dans les EHPAD, qui sont très présents également. Donc on va plus travailler sur des relations comme ça avec des partenaires isolés, encore une fois, que finalement créer un gros groupement. Nous, on a été élus aussi résidence d'Artis grâce à la DRAC, donc ça aussi, ça a été une nouvelle relation, la DRAC, qu'on a eu récemment grâce, j'en parlerai tout à l'heure, mais notamment au laboratoire des solutions de demain de la CNSA. On a compris qu'il fallait ouvrir nos EHPAD. Je pense que les Fossoyeurs, ça a aussi aidé là-dessus, c'est-à-dire que venez voir, on décrit des choses terribles dans les Fossoyeurs, mais il y a des choses qui fonctionnent très bien. Et surtout, ces personnes âgées qui ont encore le besoin d'être utiles, qui ont des tonnes de capacités préservées, elles ont des choses à offrir.
Et c'est très important du coup de faire venir les gens de l'extérieur, de montrer que l'EHPAD peut être également un rayonnement sur le quartier, parce qu'on a plein de choses à offrir. On a des bâtiments qui sont souvent très grands, on a des espaces extérieurs, on peut faire venir des spectacles en plein air, on peut faire venir, on a des cabinets médicaux, on a des infirmières, donc on peut aider aussi sur le volet médical quand on voit à quel point il y a des déserts médicaux, etc. On peut traiter des gens qui sont de domicile si on les fait venir, donc il y a beaucoup de choses à faire, et encore une fois, voilà, c'est le travail aussi du laboratoire des solutions de demain. Oui, justement, vous êtes membre de ce laboratoire qui réfléchit aux solutions qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous partager? Est-ce qu'il y a des innovations qu'on va voir bientôt dans les maisons de retraite? Alors, je suis tenue au secret, mais je peux dire que la ville de Saint-Raphaël est parfaitement dans ce que veut faire le laboratoire des solutions de demain. Qu'est-ce que c'est déjà le laboratoire des solutions de demain? Donc, c'est la CNSA qui a créé un comité d'experts, alors de différents horizons, qui doit réfléchir en tout cas aux problématiques et à l'amélioration de la qualité de vie des seniors, principalement dépendants, donc principalement voilà, qui sont en EHPAD ou voire en résidence autonomie, mais on est plus focalisé sur les EHPAD et on réfléchit à l'investissement, donc aux axes stratégiques, et donc où est-ce qu'on veut distribuer ces fameuses enveloppes qui existent du gouvernement. Et notre point de départ, ça a été de se dire tous, voilà, on nous a réunis en atelier de travail avec des architectes, avec des bailleurs sociaux, avec des directeurs d'EHPAD, avec des directeurs de résidence autonomie, des directeurs d'habitat partagé, et ça a été de dire qu'est-ce qu'on ne veut plus voir. Et ensuite, vers quoi on veut aller. Et donc là, évidemment, il y a plein de choses qui se sont déclinées, et bien entendu que le décloisonnement est quelque chose de très important, et la CNSA est prête à investir vraiment là-dessus, sur faire revenir la culture aussi dans les EHPAD, et sur réfléchir aux différents modes d'habitat des seniors, puisqu'on sait tous que 80% des gens, voire plus, ne veulent pas finir en EHPAD. Donc quelle est l'alternative aux EHPAD? Alors le décloisonnement, on va peut-être en parler avec vous, Mario. Quelles sont les dernières spécificités que vous avez mis en place dans les résidences seniors pour essayer justement d'accueillir du public, que ça ne fasse plus peur? Aujourd'hui, nous, chaque fois qu'on réfléchit sur une réhabilitation d'établissement ou sur un établissement neuf, on cherche à l'ouvrir vraiment sur le quartier. Ça, c'est l'objectif. Parce que c'est ce qu'on dit là, hein. L'objectif premier, c'est de trouver de la coopération, de la mutualisation, de trouver des liens, des conventions de partenariat entre différents gestionnaires, et parfois entre les différents bailleurs, promoteurs, hein, parce que c'est ça qui fait de l'intérêt. Parce qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est les coûts. Il faut arriver, alors on peut proposer tout le plus beau bâtiment qui soit, mais il faut que les gestionnaires qui gèrent ces établissements arrivent à trouver l'équilibre économique. Et pour trouver l'équilibre économique, eh ben aujourd'hui, seul, c'est difficile, mais en mutualisant, en trouvant des solutions, en coopérant, ça, c'est ça l'avenir. Après, c'est pas toujours facile, parce que chaque structure a ses propres habitudes, a ses propres obligations et ses propres difficultés. Ensuite, l'objectif aussi, c'est de trouver des solutions pour les seniors du quartier, pour les personnes vieillissantes dans le quartier. Et nous, on y est totalement confrontés aujourd'hui en tant que bailleur social au niveau de nos logements familiaux, parce qu'on a des personnes qui vieillissent dans leur logement. Et l'objectif, ça va être quand même de permettre à ces gens-là de rester chez eux, de vieillir chez eux. Mais pour vieillir chez soi, on peut complètement aménager le logement, mais s'il n'y a pas de service, s'il n'y a pas d'accompagnement, ça va pas le faire. Et la fameuse plateforme de service, le fameux établissement ouvert qui permet de diffuser du service sur le quartier auprès des personnes âgées du quartier et de permettre à ces personnes âgées-là de venir aussi dans l'établissement, c'est ça l'avenir. Il faut permettre aux gestionnaires d'avoir la marge de manœuvre nécessaire, parce que pour faire ça, il faut quand même qu'il ait peut-être une infirmière, peut-être un collaborateur supplémentaire pour pouvoir diffuser ce service-là. C'est pas simple, mais nous, on va chercher à baisser un peu le niveau de redevance pour permettre de diffuser justement ce service-là. Parce que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous, ça nous permet, en tant que bailleur social, au moins dans nos logements sociaux, de conserver les personnes vieillissantes dans le logement, et puis aussi de créer du parcours résidentiel. Une fois que la perte d'autonomie est trop importante, eh bien, on va trouver des ouvertures sur l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans tous les établissements qu'on arrive à produire, on arrive à fonctionner comme ça. On a des structures aujourd'hui où on mixe de la résidence intergénérationnelle, de la résidence autonomie, à proximité d'un EHPAD, et on a réussi à créer des conventions de partenariat pour que chacun vienne dans chaque établissement. Et je vous dis, une personne âgée
qui est en résidence intergénérationnelle. En résidence intergénérationnelle, les gens ils sont plutôt en bonne santé, ils ne sont pas en perte d'autonomie. Mais leur grande crainte, c'est ensuite d'aller en établissement. Mais si le partage est fait dès le départ, si dès le départ il y a une porosité entre les différents établissements, elles connaissent, elles savent qu'il y a des choses à faire et elles ne vont pas être en terrain inconnu. Donc il n'y aura pas une rupture brutale et ça c'est très important pour nous d'arriver à démontrer ça. Pour que justement le parcours soit fluide et rester dans un périmètre assez limité, parce que la personne âgée, ce qu'elle veut, c'est à la fois vieillir dans son quartier, mais avec un habitat qui lui convienne bien. Donc nous, on cherche à créer ce sujet-là. C'est pour ça, madame, quand sur votre opération, là, sur votre ville, quand on a un peu d'espace, quand on a un peu de possibilités d'aménager, c'est très important de pouvoir créer ce parcours intra-quartier. Mais comment vous réussissez à négocier justement de rester au cœur des villes? Parce que, alors certes, les seniors vont faire leurs courses, leur commerce, mais ces résidences avec service, elles ne sont pas financées, elles ne sont pas vendues au même prix que de l'immobilier classique. Donc, quelque part, les villes, elles regardent aussi l'aspect financier. Bien sûr. Nous aujourd'hui, on va... dans le logement social, c'est un petit peu différent. Ça veut dire qu'on va réussir à avoir... Oui, parce qu'il y a une obligation de pourcentage de habitation. Et donc nos établissements médico-sociaux, que ce soit des EHPAD ou des résidences autonomie, c'est quand même du logement social, lorsqu'ils sont conventionnés. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc on reste sur du logement social qu'on apporte en plus à la collectivité. Ensuite, on va chercher à acheter des établissements parfois qui sont parfaitement bien placés en cœur de ville, mais l'objectif, c'est de trouver le bon équilibre, de trouver le bon équilibre pour conserver cet établissement en cœur de ville. Alors, l'erreur qui a été faite il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, c'est d'excentrer les établissements. Beaucoup l'ont fait. Aujourd'hui, on retrouve des établissements au fin fond de la banlieue ou de la campagne. Pas de mobilité, des gens qui sont complètement isolés, pas de possibilité d'accès aux services, pas au commerce. Alors, c'est tout ce qu'on ne veut plus. Donc aujourd'hui, on va chercher à fonctionner comme ça. Mais quand on est en compréhension, en collaboration avec la collectivité, avec les autorités de tutelle, parce que tout à l'heure vous demandiez comment les appels à projets se font, mais c'est plutôt les autorités de tutelle qui vont, département et ARS, qui vont lancer les appels à projets, et le choix se fait effectivement avec la collectivité, mais c'est plutôt elles qui vont choisir de diffuser ces agréments-là. Donc quand il y a une coopération qui se fait, on trouve des bonnes solutions. On les trouve parce que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et aujourd'hui, les collectivités voient bien que de toute façon, il faut trouver des solutions pour les personnes âgées vieillissantes de leur quartier. Et après, comment est-ce que vous choisissez votre gestionnaire? Alors, vous, forcément, c'est un gestionnaire social, mais vous avez le choix entre associatifs, entre les hôpitaux aussi, ou les communes directement. Quelles sont les principales différences et vous, vers quoi vous vous tournez prioritairement? Alors nous, on travaille avec le secteur à but non lucratif. On ne travaille pas avec le secteur lucratif, c'est notre métier. Donc nous, on reste avec des associations, des CCAS ou du secteur hospitalier. Tout d'abord, on répond à des besoins. Souvent, c'est eux qui viennent nous solliciter parce qu'ils disent voilà, on a un besoin, on sait que vous êtes en capacité de nous apporter une solution sur le volet immobilier, donc on répond avec eux. Ensuite, on a, nous, une charte de valeurs interne au groupe dans laquelle il faut que le gestionnaire médico-social adhère, rentre dans ces valeurs-là. Alors, c'est le bien-être des résidents, c'est le fait de ne pas redistribuer de dividendes, enfin, des choses qui sont assez logement social et puis surtout du secteur à but non lucratif. Nous, on veut absolument rester dans ce secteur-là. Donc, une fois qu'on est rentré dans ce domaine-là, on a un panel assez large aujourd'hui de gestionnaires médico-sociaux avec qui on travaille au niveau national. On a beaucoup de gestionnaires qui sont régionaux, donc on va plutôt travailler avec le gestionnaire régional. Et souvent, c'est la collectivité, c'est le maire qui nous dit « Moi, je veux travailler avec tel gestionnaire parce que je le connais bien, parce que ça fonctionne bien. » Donc, on travaille avec eux et c'est comme ça que ça se fait, de façon très naturelle. Alors, on a beaucoup parlé d'intergénérationnel. Est-ce que vous l'avez testé, Fanny ou Françoise, au sein de vos villes, de vos établissements? Est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous voulez mettre en place? Alors au niveau de la ville de Saint-Raphaël, effectivement, les activités, les propositions d'animation intergénérationnelle, elles sont également au cœur de ce que nous souhaitons proposer aux Raphaëlois et aux Raphaëloises. Il y a déjà plusieurs actions qui sont mises en place. Nous avons un conseil municipal des jeunes qui est très actif
et qui déjà intervient régulièrement au sein de la résidence autonomie sur des activités essentiellement de jeux, de partage d'animation. Et ça, vraiment, les résidents, ils sont très attachés. Et pour les jeunes, c'est aussi un moment particulier d'échange avec des aînés, d'un partage de savoir, aussi de connaissances d'une histoire. Nous venons de mettre en place au mois de septembre l'ouverture des cantines scolaires aux retraités. Donc en fait, nous avons choisi des cantines, on est sur une phase de test, dans des quartiers qui sont un petit peu plus excentrés pour que les retraités puissent venir prendre leur repas une fois par semaine au sein des cantines. C'est vrai qu'on a beaucoup de retraités qui sont jeunes, qui sont en forme et qui ont encore plein de choses à faire, qui souvent viennent là en s'isolant de leur famille puisqu'ils viennent souvent d'autres régions et qui sont très motivés pour pouvoir échanger avec des plus jeunes. Donc là, on est sur de l'école primaire. Donc effectivement, le pôle autonomie de la ville de Saint-Raphaël est promoteur de ces actions. Donc on va voir comment ça se met en place, on va tester, on va voir les plus, les moins, le généraliser, on espère, sur d'autres quartiers. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'actions aussi qui sont faites à destination des partages sur des événements. Alors je ne pourrais pas vous citer je vais pas vous faire toute la liste à l'après-vert, mais on essaye vraiment qu'il y ait un décloisonnement qui soit fait, et pas seulement entre les deux extrémités des générations. Là, on est en train de réfléchir, par exemple, à un outil, une application qui pourrait mettre en relation les voisins pour des services. Accompagner les enfants à l'école, accompagner la voisine au marché le samedi matin, prêter une perceuse, etc. Alors, on n'a pas Là encore, il y a des solutions sur le salon. C'est pas une grande innovation. Il faut faire un petit tour. C'est vrai que c'est des applications qui peuvent rendre service. Nous avons une commune qui est très, très étendue, très résidentielle, très pavillonnaire. Des fois, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui habitent à 100 mètres les uns des autres, qui ont peut-être à un moment donné les mêmes besoins, faire garder son chien, etc. Donc on est en train de réfléchir à mettre en place une application qui puisse répondre à ces besoins-là et répondre aussi à des impératifs, on va dire, de confiance. Parce que nous, ce qui nous revient souvent, surtout sur les populations les plus âgées, c'est que là, oui, je vais m'inscrire sur une application, mais qui va me dire que je ne vais pas tomber sur la mauvaise personne, etc. Donc à ce moment-là, je pense que nous, au niveau de la ville, on peut promouvoir et essayer de donner confiance sur des applications de ce type pour que les gens s'inscrivent et puissent bénéficier des services que ça propose. Voilà, oui, totalement. C'était un exemple. Et donc dans le salon, vous allez voir, il y en a qui proposent ce genre de plateforme de mise en relation entre seniors et étudiants notamment. J'ai eu Allo Louis hier. Donc je vais passer à vous. Fanny, quels sont, en termes intergénérationnels, est-ce que vous avez fait des expériences? Des tonnes. Déjà, il y a un public dont on n'a pas trop parlé lors de cette table ronde, mais c'est les familles. Donc déjà, les familles des habitants, nous on dit habitants chez nous, doivent occuper une place très importante, et finalement, il y a déjà plein de générations confondues dans les familles. Donc le but, c'est de les investir un maximum dans la vie de l'EHPAD. Donc ça peut être, nous, on organise des sorties, ils nous accompagnent, etc. Ils nous aident dans plein de choses au quotidien. Et sinon, sur de l'intergénérationnel pur en externe, on va un peu dans tous les âges, puisque là on est en train de monter un spectacle avec des artistes en mélangeant et nos personnes âgées de l'EHPAD et une crèche et une école. Donc voilà, il va y avoir des chants, de la danse, ça va être super, et on va faire ça lors d'un bal à Nice un week-end, donc ça va être très très sympa. Sinon évidemment on fait des partenariats avec des écoles, alors ça va de la maternelle, primaire, voilà, secondaire, collège et lycée. Alors les maternelles souvent viennent fêter le carnaval chez nous, on a beaucoup travaillé aussi pendant le confinement justement avec des enfants du quartier qui disaient moi je vois pas ma mamie, alors on avait créé une boîte aux lettres où les personnes du quartier nous laissaient des dessins, les enfants nous laissaient des dessins, nos résidents répondaient par des cartes, etc. Et puis ça c'est quelque chose qui a continué. Ensuite, évidemment des allers-retours entre les écoles, les EHPAD, des visios, parce que maintenant on est très bien équipés aussi en technologie, et pas des technologies, maintenant c'est vraiment quelque chose qui fait qu'un. Et après, sur un peu plus âgé, comme je vous disais, on travaille avec Unicité. Là, on a quand même des jeunes qui viennent toutes les semaines au sein de notre EHPAD pour passer du temps avec nos personnes âgées, pour les accompagner à la musicothérapie, pour leur proposer de leur faire les courses dans le quartier, de les sortir, de les emmener
voilà, faire du shopping. Donc il y a vraiment un lien qui se crée. Et après, encore un peu plus âgé, on aime beaucoup travailler avec les startups aussi. Donc du coup, on aimerait à terme justement proposer des bureaux pour les startups et qui viennent faire de l'échange de bons procédés. Et pareil, faire ça avec d'autres types d'associations. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place et qu'on veut faire perdurer et développer encore. D'accord, merci. Et Mario, une dernière question. Fanny a dit quelque chose de très intéressant. L'inclusion, c'est aussi par la technologie. Est-ce que dans vos résidences, maintenant, justement, vous incluez de plus en plus la technologie, la domotique? Comment est-ce que vous faites? Alors on l'inclut à la fois dans nos logements sociaux, on essaie d'intégrer le maximum d'équipements qui permettent de rester en toute autonomie dans le logement. Donc ça, on travaille avec pas mal de boîtes qui sont capables de nous apporter ça. Mais dans les établissements, en lien avec les gestionnaires médico-sociaux, oui, on va installer des sujets, des techniques qui vont permettre d'améliorer le quotidien, avoir des écrans connectés, on va avoir de la télémédecine aussi. Maintenant, c'est assez courant. Et surtout des outils qui vont permettre aussi d'être utilisés aussi par les gens de l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui a l'habilité, qui est formée pour utiliser la télémédecine, eh ben, elle peut l'utiliser pour des personnes âgées vieillissantes dans l'établissement. Et puis on va bien sûr aussi travailler beaucoup sur deux choses. Là, on y travaille beaucoup. Première chose, c'est la mobilité. Trouver des solutions de mobilité dans les établissements pour que les personnes âgées puissent bouger, aider donc le gestionnaire à avoir des solutions de mobilité pour sortir de l'établissement. D'ailleurs, ce matin, vous nous disiez que vous aviez un sujet là-dessus. Et puis le deuxième sujet, c'est le sujet de l'énergie. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à accompagner les gestionnaires médico-sociaux pour qu'il y ait une consommation d'énergie plus maîtrisée? Parce que ça, c'est un gros sujet de demain. On a des établissements vieillissants aujourd'hui qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, on est en partenariat avec des structures, avec des groupes qui nous accompagnent et qui vont nous permettre d'accompagner les gestionnaires médico-sociaux à mieux maîtriser les consommations d'énergie. Oui, donc on est en plein dans plusieurs transitions en fait. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde et de faire en sorte que le lien ne se perde pas entre les générations. Merci, on peut les applaudir. Merci.